Bonjour à tous, Mustapha Hanoun. Aujourd'hui, je vais vous parler de la cybersécurité, notamment d'une solution phare utilisée dans le monde de la cybersécurité, qui est la solution Splunk. Donc, nous avons un sommaire dont je vais vous présenter en gros pourquoi l'implantation de Splunk au sein des entreprises, donc au sein du SOC des grands groupes, notamment des groupes du CAC 40, avec les composants de cette solution-là. Donc cette formation ne couvrira pas le processus d'indexation et le parsing, avec le sizing aussi. Par contre, pour les fans de la technique, nous allons finir par un lab pour installer Splunk. En gros, on installera Splunk sur un Linux en mettant en place quelques prérequis et à prendre en compte avant le déploiement de Splunk et l'installation de la web interface en allo access en local de Splunk. En local access, en localhost, pardon, de Splunk. Donc il est plutôt connu en tant que SIEM, mais il n'est pas que SIEM, car Splunk est un outil d'intelligence opérationnelle comme des outils du monde du big data, hein, Hadoop, etc. C'est pas le même rôle, mais c'est un outil d'intelligence opérationnelle qui fait plus qu'un SIEM. Pourquoi? Parce que c'est un écosystème qui présente beaucoup d'applications premium, notamment l'IoT, le business analytic, etc., que je vais vous présenter un petit peu plus loin. Donc il sert en gros à donner de la valeur à vos données machines, donc à vos données sources de vos ordinateurs, de serveurs, etc., que l'humain ne pourra pas lire forcément. Donc en gros, la donnée source est représentée sous ce format-là. Par exemple, un MOM, des middleware en erreur, ils sont représentés comme ça, les logs Twitter et tout ça. Et nous avons également des logs qui sont sous forme d'un en-tête, un corps de log, etc. On y trouve l'adresse IP, la date de la personne, de l'utilisateur qui a pu faire les requêtes, et de la méthode qui a été utilisée par cette personne-là. Donc en gros, ces données-là ne peuvent pas être traduites par l'humain, et Splunk donne de la valeur sous forme de dashboard ou de tableau qu'on verra tout à l'heure. Donc il peut être implémenté sur n'importe quelle infrastructure, et surtout qu'il peut euh, indexer any text data. Donc en gros, il peut indexer des données de vos serveurs SQL, de votre réseau, notamment des logs au niveau de vos équipements routeurs, etc. et vos firewalls, et ainsi que vos serveurs syslog que vous déployez dans vos différentes infrastructures au sein du système d'information. Donc, en gros, il indexe toutes les données, hein, et une fois que la donnée est indexée, elle ne pourra plus revenir. Il n'y a plus de retour en arrière. Donc, en gros, vous avez un utilisateur qui se connecte à une interface graphique de Splunk. Donc, cette interface graphique est représentée par un composant, et ce composant-là, il prend les informations de d'un autre composant qu'on appelle indexeur. Donc, c'est un écosystème car on trouve effectivement plusieurs API au sein de cet écosystème. Par exemple, vous avez l'IT Ops, vous avez la Business Analytics. En gros, quand vous achetez, donc j'ai donné un exemple d'un site e-commerce, c'est Discount. Quand vous vous connectez sur ce site-là, vous ajoutez des articles dans vos paniers que vous ne concluez pas votre achat. En gros, vous avez tout de suite quelqu'un de ces Discount qui vous appelle en vous disant Monsieur, y a-t-il un problème euh, lors de votre opération de l'achat? J'ai vu que vous avez ajouté un article dans votre panier, mais vous n'avez pas encore conclu l'achat. En gros, il donne vraiment une supervision très très poussée au niveau de vos données sources. Donc, nous allons passer aux composants. Donc, je vais vous présenter ces composants de Splunk. Donc, nous avons trois principaux composants. Donc, il y a le search head qui est représenté par une interface graphique de Splunk. En gros, nous avons deux types d'utilisateurs. Vous avez super users et des users normaux. Et vous avez ensuite l'indexeur, là où on stocke les données sources. Donc une fois la donnée indexée ne pourra plus euh,
revenir à l'état initial. Et surtout, je vais vous parler des agents de collecte, ce qu'on appelle les forwarders. Donc, c'est ces forwarders-là qui nous permettent de récolter la donnée. Donc, quand on veut déployer, en gros, la solution Splunk, on est en train d'installer des serveurs indexeurs en cluster ou pas, ça dépend ce qu'on veut indexer comme log. Et nous avons un search head qui est représenté avec plusieurs interfaces graphiques. Euh, et surtout, ce que vous installez au niveau de vos infrastructures, c'est les forwarders. Nous avons également d'autres composants. Donc en gros voilà, en gros je vous ai donné les définitions, donc l'agent de collecte pour le forwarder, l'indexeur qui va stocker, parser les données, et le search head pardon qui lit les données à travers de l'indexeur. Donc nous avons également d'autres composants qu'on n'a pas couvrir dans cette formation, notamment le deployment server, qu'on appelle le DS, donc ce qui nous permet en gros de déployer des scripts pour vos search heads, etc. Et voilà, ou vos indexeurs, pardon. Donc en gros, c'est un orchestrateur. Vous avez le cluster master et le license master. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tout ce que vous utilisez dans Splunk est représenté via une licence. Voilà, nous allons passer directement au lab. Donc je vais vous faire un lab sur VMware. Allez. Donc j'ouvre une machine. En gros, voilà donc le lab de la certification de Splunk. Donc vous installerez un search head par exemple que vous appelez. Voilà, nous allons passer maintenant au lab. Donc en fait, dans mon lab, voilà quoi ressemble par exemple le lab de la certification Splunk. Donc vous avez le search head, là où vous aurez l'interface utilisateur du super user, le license manager pour gérer toutes vos clés. Vous avez l'universal forwarder, le heavy forwarder, le DS deploy server. Le DS, le rôle, c'est de déployer des applications automatisées, en automatique, pardon, via des fichiers script. Par exemple, vous verrez quand on va installer Splunk, on installera en mode HTTP, vous pouvez déployer l'HTTPS via le deploy server. Et ensuite, les indexeurs qu'on avait vus tout à l'heure qui permettent de stocker vos données. Donc moi donc j'étais en train d'installer, j'avais coupé un peu la vidéo exceptionnellement parce que je ne coupe jamais, et j'improvise à chaque fois mes tutoriels. Donc j'ai juste coupé parce que j'avais installé une CentOS et j'avais mis un update, d'accord. Donc la voici, CentOS Sangui, je vais la mettre là. Et ensuite, je l'ai attaqué par Mobextreme. D'accord? Donc je vais agrandir le truc. Je fais un petit L, donc j'avais fait un update, c'est bon. Donc ce qu'il va me faire, c'est un yum install nettool. Alors ça peut être un prérequis, mais oui, c'est sûr que ça doit être un prérequis, mais si vous installez une distribution normale, c'est bon, vous l'avez d'intégrer. Donc yum install sudo, je pense aussi, il y est. Donc yum install vi. Voilà, celui-là il était pas, par exemple, ce qu'on aura besoin. Yum update. Qu'est-ce qui manque? C'est bon, je pense. J'aurais juste besoin de ça. NetTools, autocomplétion éventuellement. Yum install page completion, je pense qu'il s'appelle comme ça. Excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas fait Linux. Complétion. Voilà. Ouais, en gros, c'est des prérequis que vous mettez à... Ok. CTRL Z, CTRL L. Les process.
tac, tac, tac. En gros, si je mets processing, machin, le PID c'est ça, j'ai que page top 4. Ok, j'ai pas d'utilisateur, j'ai rien. Ok, c'est normal. Alors, je vais faire exprès de m'attarder sur les prérequis. Vous avez à peu près en gros 6 à 7 gros prérequis. D'accord? Le premier prérequis, c'est par défaut au niveau de la CentOS, vous avez le firewall d'activer. Donc il faut pas le désactiver, moi je ne le recommande pas, mais il faut juste ajouter les ports de Splunk. Donc en gros, vous avez des ports, des serveurs, des composants qu'on a vu tout à l'heure qui ont des numéros de port, c'est normal. Donc il faut uniquement les ajouter dans vos VM. D'accord? Donc nous avons vu l'autre jour sur un lab MPLS la commande iptable et firewall-cmd. Donc c'est la même chose. Donc si vous faites un list all, donc je rappelle pour cette commande-là, vous faites 2 dash quand vous écrivez, mais si vous avez juste un argument, vous faites un seul dash. Là, c'est pas un argument, c'est juste un nom composé. Pareil, c'est une commande composée. Ok? Par exemple, si je mets, je sais pas, un monte-t, monte je mets pas t, hein, je mets juste un dash et un t, d'accord? Et puis je continue la commande. Voilà. J'ai essayé de parler de quelques commandes Linux. Alors voilà. Donc si je refais la commande, pourquoi je l'ai pas, firewall-cmd et que je liste les ports ajoutés, les process, etc. ajoutés, les services, pardon, j'ai que la carte réseau. Donc, ce qu'on va faire, donc c'est toujours avec iptable ou firewall-cmd qui marche très très bien. Voilà, vous faites un add service ou un add port. J'ai dû mettre une erreur quelque part, je sais pas où c'est. Ok. Add port. Je sais pas pourquoi c'est lent, enfin bref. Je mets le port 8000. Et en TCP, d'accord? Succès, par contre il faut mettre un permanente. Permanente. Ok. Je refais la même commande et je vais rajouter le port 8069. Donc ça, c'est les ports par défaut. Je n'ai rien inventé. Vous vous connectez sur le site de Splunk. Vous faites en gros Splunk, paramètres, recommandations, installation Linux. Il vous donne tout ça, d'accord? Il vous donne toutes les recommandations dont je vous parle aujourd'hui. Il vous donne pas forcément ces commandes-là, mais il vous donne les recommandations, d'accord? Ok, je peux mettre par exemple un 493 de SSL par exemple, UDP, 493 UDP. Ah, ça c'est pour vous dire que je peux tout faire, hein, d'accord? Ok. Alors pour appliquer tout ça, il faudrait reloader le firewall. Là, il y a toujours rien. Donc, je refais la commande, il y a toujours rien. Il faudrait vraiment reloader votre firewall. Donc, vous faites un reload, dash reload. Là, il y a beaucoup de reload. Si je fais reload. Je crois que l'autocomplétion ne marche pas. Je sais pas pourquoi. Yum install. Install bash complétion. Ouais, pourtant il est bien installé dans la dernière version. Yum update. Ok, bon, bref, je sais pas, c'est lent. Bref, ça ne nous empêche pas de continuer notre lab. On a fini pour la première recommandation. Donc, c'est d'ajouter, ne pas arrêter le firewall, mais d'ajouter les ports de Splunk. Deuxième recommandation. Nous allons toucher la taille des dossiers de Linux. Il faut savoir que Linux, le système Linux est basé sur un système de fichiers. Donc, on a la commande ulimit-all. Là, il nous liste en gros tous les fichiers, d'accord? File size, etc. Donc nous, franchement, là, je les ai copiés exceptionnellement. Donc nous allons toucher le ulimit-d, d'accord? Le ulimit
-m. Donc ça, encore une fois, c'est Splunk qui les recommande. Hein. Voilà. Est-ce que le D a été validé? Voilà, c'est bon. Et le N. D'accord? Paste. Vous avez aussi le F. Normalement, il faut qu'il soit en ulimit-f. Je vais voir son état. Ouais, il est bon. Super. Voici pour les deux premières recommandations, tout en sachant que vous faites Splunk paramètres recommandation Linux, il vous donne tout ça. Vous allez atterrir sur le site de Splunk où il vous donnera toutes ces recommandations. D'accord? Ensuite, la troisième recommandation, c'est l'IOPS. Donc, c'est d'ajouter, en gros, sur la couche d'ajouter des ressources sur la couche de notre VM. Je ne le ferai pas exceptionnellement parce que ça marche quand même. D'accord? Donc, l'IOPS, vous pouvez, en gros, c'est des fichiers que vous rajoutez sur votre VM. Je ne le ferai pas exceptionnellement. D'accord? Donc, ça marche très bien sans celui-ci. Donc, c'est des couches système que vous ajoutez, en gros, sur votre VM. Mais, si on est dans le sérieux, il faut vraiment le faire. D'accord? Si vraiment on installe sur une vraie infrastructure, il faut vraiment respecter les recommandations pas à pas, comme on dit. Quatrième recommandation, nous allons disabler le Transparent Huge Page. Donc, nous allons faire, pour le voir, on va dans le kernel du système, dans le EM, et c'est là où se trouve notre Transparent Edge. Vous allez faire un ls, vous allez voir les modes de ce Huge Page. C'est le mode defrag et le mode enupload. Donc en gros, si vous faites la commande cat, donc je rappelle, la commande cat, elle sert à afficher le contenu des fichiers, comme elle peut servir à créer des fichiers aussi. Alors là, je fais un ls, d'accord, donc un ls, j'ai que ça. Si je mets cat toto, c'est avec plaisir de vous donner ce tuto. Ok, là je mets un CTRL-D ou CTRL-Z, et si je remets ls, et que je fais un 4 sur Toto, pardon, je suis très rapide, vous allez voir ce que je vous ai écrit, d'accord, donc fichier créé, voilà. Donc en gros ça nous permet d'afficher le contenu des fichiers. Donc je mets un 4, je mets, alors pourquoi je mets le slash? Pareil, je reviens, donc je mets ls, j'ai que des fichiers, j'ai créé un dossier par exemple, mkdir, mkdir tata, je mets ls, donc le tata c'est un dossier, d'accord? Si je veux faire un cd, je fais cd tata, je rentre. Je ne vais pas mettre cd tata, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que je suis sur le dossier courant. Par contre, si je veux changer de répertoire, c'est comme si qu'en gros ici, vous êtes l'équivalent de Windows, vous êtes ici, je vais ouvrir là, vous êtes en gros sur un dossier Windows, je sais pas. Alors est-ce que c'est lent? C'est lent, voilà, c'est bon. Tac tac. Voilà, c'est comme si que sur le dossier Windows, vous êtes sur le bureau, je sais pas, sur le poste de travail, et que dans votre poste de travail, vous avez que ça, et vous voulez accéder au D, par exemple. D'accord? C'est la même chose. Mais si je veux y accéder ailleurs, je dois rentrer dans le dossier. Le dossier que j'appelle dossier ailleurs. D'accord? Donc en gros, si je refais un ls, dans le dossier data aérien, c'est normal, donc je mets cd tilde ou cd vide, d'accord? ls, j'ai tout ce que j'ai. Alors si je veux aller à la racine, je fais cd racine. À ce moment-là, si je fais ls, j'ai plusieurs choses, d'accord? Ok, donc on va attaquer le huge page. Donc on va faire un 4, on va faire un 6, on va faire le kernel, on va faire le le huge page et le enable, d'accord? Enable, je sais pas pourquoi ça marche pas. L'autocomplétion ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est normal. Alors, huge page.
de transparente. Ouf, pardon. Voilà, ça marche. Voilà, là il est en mode always, d'accord? Donc il est activé. Donc on avait vu tout à l'heure, il y avait defrag, il y avait enable. Si je remets sur defrag, c'est pareil, il est en mode always. Moi le but c'est de le mettre en mode never. Les deux, c'est de remettre ces crochets-là en mode never. Donc je vais vous rappeler une autre commande. Ah, j'aurais dû laisser. Je vais laisser pour que vous ayez vraiment enable. Voilà, ok. Donc, j'ai laissé ça. Je vous rappelle, il y a une commande qui s'appelle... donc je remets ls encore une fois. Donc je suis sur le dossier home. Donc je fais la commande echo. Ensuite, je mets tata titi toto. Donc c'est titi. Et je vais écrire... Alors, j'aurais pu écrire donc, echo mus titi. Si refais ls et que je refais un cat sur Titi, il va m'afficher le mus. En gros, la commande echo vous permet d'écrire, de changer, de faire beaucoup de choses. Hein. C'est pas comme cat, c'est à peu près comme cat. Hein, c'est du text processing. Enfin, c'est pas du text processing comme sort, etc. Mais voilà, ça permet d'afficher du texte. C'est une commande qui va nous permettre de modifier le always là, les crochets d'always vers never. Alors, en gros, ça me permet d'écrire ça. Donc, en gros, tout à l'heure, quand j'avais fait 4, ça pouvait pas marcher, hein, avec ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que quand j'avais fait 4 tout à l'heure et que j'ai fait ça, en gros, il me propose d'écrire. Hein, vous voyez, il va me proposer d'écrire. C'est pas ce que je veux. Donc, echo, par contre, lui, tout de suite, il l'écrit en dur sur le dossier. D'accord? Donc, je mets echo never. Ah, c'est bien de vous avoir fait l'exemple de tout à l'heure. Kernel. Le transparent. Ensuite, le enable. D'accord? Là, il faut juste cliquer sur OK, il va le prendre en compte. Ensuite, on a aussi le mode defrag. Pareil. Donc, maintenant, on va refaire un cat. Bon, je vais refaire un cat comme ça vous permet. Mais je l'avais la commande, hein, j'aurais pu la kernel. Alors normalement, il y a deux choses. Soit je dois rebooter pour qu'il le prenne en compte, ou soit il peut le prendre en compte tout simplement. Mais c'est sûr et certain, si je reviens de never vers always, il faut que je reboote. Ça, c'est même certain. D'accord? Et même transparentage enable. Voilà, donc les crochets tout à l'heure qu'on avait sur Always et sont revenus sur Never. D'accord? Donc super par rapport des frags, on va revérifier. Pouf, c'est pareil. Donc les crochets qu'on avait tout à l'heure, alors ce qu'il est le mode defrag ici, qui était sur Always, sont revenus sur Never. Voilà la recommandation de ce plan. On va pas y aller plus loin, c'est juste ça qui est demandé sur la recommandation number 4. Numéro 4. D'accord? Nous allons passer maintenant à la recommandation numéro 5. Tout à l'heure, j'ai un MPS pour voir est-ce qu'il y a des utilisateurs qui sont encore, etc. Là, je n'ai aucun utilisateur, c'est juste en route que je viens de créer pendant l'installation de la CentOS. Donc, cinquième recommandation, c'est de créer, alors c'est Blaise qui dit il recommande de ne pas utiliser et de ne pas travailler en mode route. Il vous recommande de travailler en mode utilisateur normal que vous créez à votre guise, comme vous voulez, soit au niveau de votre annuaire LDAP AD, ou bien, voilà. Mais il vous recommande vraiment. Je rappelle une fois, si vous voulez mettre de l'annuaire de l'authentification sur des VM, il y a plusieurs techniques d'authentification. Il y a la solution ISE avec Cisco, mais sinon on a les authentifications, Radius, etc. TACAX. D'accord? Donc ça nous permet, dans le Radius, le serveur Radius est connecté sur un serveur d'annuaire à LDAP ou AD, et vous, si vous connectez à ce serveur-là, automatiquement, il y aura une authentification qui se fait, bien évidemment, avec toute l'annuaire que vous avez mis dans AD ou LDAP.
Voilà, donc ce qu'on va faire, donc on va là en mode route, si je mets ls et que je mets cd racine ls, cd opt, alors ls, j'ai rien. Moi ce que je vais faire, donc je sors, je vais faire créer un groupe qui s'appelle Splunk par exemple. Donc groupe, donc la commande c'est groupe add, groupe del, mais plutôt groupe add, Splunk, d'accord? Je mets Splunk, d'accord? C'est créé. Si je refais la commande cd opt et que je mets un ls, là, ls-l, non, où c'est qui m'a créé ça? Bon, alors je sais pas, il faut peut-être attendre, mais on le retrouvera tout à l'heure. Euh, il n'y a pas 40 000 OPT là. Je sais pas ce qui se passe, enfin bref, on le verra de toute façon. Hein. Donc voilà, donc groupe add, groupe, alors si je refais groupe add Splunk, il me dira, ouais, il est créé, je sais pas pourquoi je le vois pas. C'est pas grave, il est créé. Alors maintenant, je vais créer un utilisateur, maintenant un user, que je vais appeler aussi Splunk, ou je peux appeler Tototiti, ce que je veux, mais je vais l'appeler Splunk, que je vais affecter au groupe Splunk. D'accord? C'est des bonnes practices, en fait. C'est des bonnes pratiques. Hein, parce que je vais pas me connecter avec le groupe, mais je vais me connecter avec Splunk. Et cet utilisateur-là, il appartient au groupe Splunk. C'est juste des bonnes pratiques, en fait. Donc, je mets user-add, -d. Donc ça, je vous invite à regarder. Donc là, normalement, bon, alors peut-être qu'il va le créer ici. User-add Splunk-m et -g pour l'affecter. Alors en gros, ce que je dis, je vais créer un utilisateur que je vais affecter au groupe Splunk, d'accord? Splunk. Il y a un problème, j'ai peur qu'il y ait un problème, et c'est l'user Splunk. Ouais, je sais qu'il y avait un problème quelque part. User. C'est pour ça. Donc user add. Donc je refais la commande. Allez. Donc je refais la commande. Donc c'est user add. Alors je ne sais pas l'autocomplétion, elle a du mal à marcher. Alors c'est peut-être mon clavier, je sais pas. Voilà, mais ça nous empêche pas de continuer le lab. Donc user add-opt Splunk. Alors je ne sais pas, alors moi je dois l'avoir automatiquement, mais encore une fois c'est pas grave. Donc -m-g, donc c'est des options que vous retrouverez après. Splunk, et c'est l'utilisateur Splunk. D'accord? En gros, j'ai dit que j'ai créé un utilisateur qui s'appelle Splunk. Normalement, si je mets ls maintenant, je vais retrouver mon utilisateur Splunk. Alors le groupe, je le voyais pas effectivement. Il était caché. D'accord? Donc là, j'ai créé un utilisateur qui s'appelle Splunk. Si je fais cd, je fais su Splunk, je vais me connecter tout de suite en tant que Splunk. D'accord? Voilà, je suis en tant que Splunk ici. Je peux revenir en route. Je mets à ce moment-là le mot de passe, qui va bien. Voilà. Excusez-moi. À chaque fois, j'ai ce problème-là. Je suis revenu en route. Je sais pas, c'est mon pavé qui se désactive. Numlock, je crois que ça s'appelle. Eh ben, Numlocks. Host, erreur, rien à faire. Ok, aucun paquet. Ah bon? Yum install, numlock. C'est peut-être ça? Non. Numlock. Ah bon. Ah, ça dépend, vous savez, des fois c'est numlock. Qu'est-ce qu'il donne? Enfin bref.
Enfin bref, un petit debug que j'ai pas pu faire, désolé. Numlock, normalement sur Debian c'était Numlock, ici je sais pas ce que c'est, mais bref. Alors, revenons à nos moutons. Donc, on a créé, j'ai dit, nos utilisateurs. On a créé un seul utilisateur Splunk. Par contre, je vais affecter l'utilisateur un mot de passe à l'utilisateur. Je mets par exemple Splunk. Et je retape à nouveau, donc je mets Splunk, ok. Ensuite, j'ajoute cet utilisateur. Alors, je vous le dis, je le fais par défaut parce que sinon vous êtes vraiment en écriture, c'est pas terrible. Donc, vous ajoutez votre utilisateur au fichier sudo, d'accord. Pourquoi sudo, ça ne sert à rien. Donc, je fais plutôt un vi. etc sudoers, je pense, ouais, ça. Voilà. Là, je vais chercher mon user. Voilà, je suis sur route, j'ai que le route. Maintenant, je vais ajouter un mode d'insertion. Attention, il y a plusieurs modes sur le Vim, c'est super intéressant. Mode d'insertion, vous faites tout à la main, mais il y a d'autres modes où vous faites les DD, les FF, etc. C'est vachement automatisé, c'est super bien fait. Donc, ajouter le bon utilisateur surtout, et écrire vraiment ce qui est écrit au-dessus. Ne rien changer. Voilà. Donc, petit tab, par exemple. Alors là, à ce moment-là, à ce stade, on a fini d'enregistrer nos trucs. Donc, je fais un escape, deux points, un write et un quite. Voilà. Ok, moi j'aime bien faire juste un write pour vérifier et un CTRL Z. Et maintenant, à ce moment-là, si je fais etc sudoers, là, il va me dire que, en gros, mon utilisateur a été ajouté quelque part. Voilà. Ici. Ok? Super. Donc, à ce stade, j'ai fini la création de l'utilisateur. Maintenant, il va nous rester juste une dernière chose, c'est de récupérer le fichier RPM ou le fichier deb de Splunk pour tout simplement l'installer. Nous avons deux méthodes. Nous avons une méthode sur VMware. Alors, c'est ce qu'on appelle le chart folder, je pense. Vous faites un clic droit, sit-in, et vous venez donc, alors là, c'est toutes les options de disque, etc., network, et vous avez l'autre dossier qui s'appelle options, le chart folder, et vous ajoutez votre disque dur. Donc, vous ajoutez votre disque dur, donc vous faites enable, surtout enable, vous faites un add, vous ajoutez vos disques, juste vous suivez, et vous sélectionnez votre disque dur. Vous faites OK, c'est bon. D'accord? Une fois que c'est fait, vous revenez, vous faites une commande. Alors pourquoi je ne fais pas ça? Je ne vais pas opter pour cette solution-là, d'accord? Je suis avec la mouse, excusez-moi si vous voyez à chaque fois ça, je suis avec la mouse d'Apple, et donc c'est pour ça qu'il y a des trucs bizarres qui se passent des fois. Vous avez, voilà, pour revenir, une fois que vous avez ajouté votre disque dur, vous allez faire un mount sur le dossier temporaire MNT, donc -T. Auparavant, vous allez faire CD, je le ferai pas. Donc CD MNT mount, voilà. Vous faites un mkdir et vous créez, mais vraiment, parce que si vous êtes sur VMware, vous faites vraiment la même chose. Vous créez un dossier qui s'appelle HGFS, d'accord? HGFS, mais vraiment comme ça. Et ensuite, vous revenez. Une fois que vous êtes revenu, alors, encore une fois, si on a créé un utilisateur, c'est pour travailler avec cet utilisateur-là. Recommandation de Splunk. Donc, je reviens à Splunk. Donc, vous faites un sudo, d'accord? Une fois que c'est fait, vous faites un mount. Là, les trucs, l'autocomplétion marche très très bien. D'accord? Vous faites ensuite un mount-t, un fuse. Donc ça, vous l'écrivez vraiment comme je vous l'ai dit. VM. Alors si j'avais ajouté mon truc, l'autocomplétion marcherait très bien. Donc VM HGFS. Voilà. Et vous faites un tiret. Vous refaites un fuse pour monter votre disque dur. Ça, c'est la commande. Ensuite, vous écrivez le host.
deux points et le slash, et à ce moment-là, vous dites, vous le montez sur, alors je sais pas si j'ai créé, oui, je l'ai créé, le dossier HFZ, machin, et others. Voici la commande à retenir quand vous faites du chart folder. C'est une commande super intéressante et c'est une commande qui marche très 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 bien. Là, si je fais OK, ça ne marchera pas parce que j'ai pas monté le disque dur. OK? CTRL Z. Voilà. Il y a une technique que je vous conseille vraiment de faire, c'est la technique du WinSCP. C'est super bien. Donc, si vous êtes travaillé dans l'exploitation ingénieur sécurité réseau, système, tout ça, pour faire vos mises à jour, vos MD5, vos images, etc. WinSCP est un outil qui est vachement très très bien. C'est un outil. Créez vos mots de passe. Alors c'est pour ça que je me suis mis sur le fichier sudo. Si vous ne créez pas de mot de passe, il peut y avoir des bugs. D'accord? Faites ça proprement et ça marche très très bien. D'accord? Donc un ifconfig, je prends juste mon adresse IP, je sélectionne, je reviens sur WinSCP, je mets le hôte, donc je suis sur le port 22, je mets Splunk, d'accord, et donc ça, Splunk, c'est l'utilisateur Splunk, et je mets le mot de passe qu'on a créé qui est Splunk. J'aurais pu mettre route, d'accord? Ou l'autre utilisateur de... Je m'authentifie, donc là il me dit OK, donc je mets un jour, et vous allez voir, je suis tout de suite connecté sur ma VM, d'accord? Et j'ai relié mon disque dur ici, voilà, qui est là, donc j'ai même fait le dossier et tout ça, il l'a gardé en mémoire que j'avais depuis longtemps, et là, je suis sur ma machine Linux. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux glisser tous les dossiers que je veux. Les tars, voilà, tout ce que je veux, comme dossier, comme fichier. Il y a juste à faire un drag and drop, et ça marche. D'accord? Désolé si vous voyez ces trucs parce que je suis avec la mouse et voilà. Donc maintenant, nous, on est en CentOS, donc il va me falloir un fichier RPM, donc la Red Hat de la famille Red Hat. Donc je fais pouf, un drag and drop, et il va me le copier automatiquement. Donc je n'ai rien à faire de plus. C'est une technique très très simple, et c'est une technique qu'on utilise vachement dans les entreprises, avec Wireshark pour détecter un petit peu le réseau, etc. Ça n'a rien à voir, mais c'est des outils que je vous promets qui sont très bien. Maintenant, donc j'ai fait, je n'ai plus besoin. Donc je peux le fermer, je peux remettre le forwarder par exemple, si je veux l'installer ici, mais je peux le faire. Maintenant à ce stade, je mets CD OPT, parce que c'est mon home OPT maintenant, et je mets un LS. Donc il y a Splunk, CD, Splunk, là je mets un LS, pouf, voici mon dossier RPM, d'accord? Il me l'a fait automatiquement. À ce stade, on a fini, mais vraiment fini, toutes les recommandations. Il faut juste installer le fichier RPM. Donc, pour installer le fichier RPM, il n'y a pas de plus simple. Vous faites un yum, installe, et vous faites Splunk, là, je sais pas quoi, tab. Voilà. Tout de suite, alors ça, il m'a affiché des fichiers cachés, d'accord? Je n'ai pas besoin de texte caché, alors je refais. CTRL L, donc je mets un ls, c'est normal, donc je mets un yum i, même i ça marche, yum install, Splunk, enfin ce dossier là, quoi, d'accord? Alors, à ce stade, je fais OK, je l'ai fait exprès, vous devez être en super utilisateur, donc sudo, d'accord? Toujours. Maintenant, à ce stade, c'est sûr que ça va marcher. Il va me demander un mot de passe, mais ça va marcher. Il va pas me demander le mot de passe de route. Il va me demander le mot de passe de Splunk. De Splunk, il va me demander le mot de passe de route. C'est un peu lent. Si ça marche pas, ce n'est pas grave. Je vais quand même l'installer avec le route. Mais la meilleure pratique, c'est celui-ci. D'accord?
C'est pas grave, si ça le fait pas, je vais attendre un petit peu. Alors, il y a donc il faut que je reboot, donc il y a un problème de peut-être de Debian. Ça me l'a jamais fait honnêtement. CTRL C, pardon, arrêter le process. Voilà, ok. Alors, si je mets juste une chose, d'accord? Donc je fais juste sudo reboot. Je vais voir si c'est un bug de la Red Hat. Oui, c'est un bug de la machine, d'accord? Donc j'ai arrêté les process. Donc je vais peut-être rebooter, comme ça le fera, d'accord? Tac tac. J'ai juste, alors je vais mettre le mot de passe de route. Alors j'ai toujours du mal avec les mots de passe, donc j'exécute un reboot. Voilà, donc je perds la main, ce qui est normal. Normal. J'aurais pu l'enregistrer cette session d'ailleurs, hein. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Tac tac tac. Ouais, c'est celui-là. Ok. Super. Donc là, vous allez voir, il est en train de rebooter, ce qui est normal. On attend un peu. Voilà, c'est connecté. Pardon, je regardais mon téléphone personnel. Désolé. Voilà. Donc, à ce stade, nous allons nous connecter sur la VM via Mobextreme. Donc, je rappelle, Mobextreme, c'est un émulateur SSH comme PuTTY. J'aurais pu l'attaquer via PuTTY sans problème. Ok, ça ping. Ok, ok. Alors c'est peut-être. Écoutez, ça marche. Ah, il y en a deux. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est peut-être. Ouais, ouais. Ok. C'est normal. Alors ça doit être les anciennes VM que j'ai désinstallées, réinstallées, parce que chaque fois que vous désinstallez, réinstallez, ça reprend des fois la même chose. Donc pareil, je vous ai dit, on va continuer avec l'utilisateur Splunk. D'accord. Ensuite, CD opt Splunk là, et je mets un ls et sudo yuminstall. Déjà, ça marche un peu mieux, on dirait. Voilà. Ok, et je mets, voilà, ça marche un peu mieux. Donc, je mets le mot de passe root, et non pas le mot de passe de Splunk, ce qui est normal. Voilà, c'est normal, je savais. Donc, je refais encore une fois. J'ai toujours du mal avec... je vais peut-être le refaire une troisième fois. Tiens. Allez. Pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Route. Pardon. Alors, je dois débugger ça parce que sudo. Alors, et le pavé marche, ok. Donc, je refais la commande. Ok. Ah oui, il me redemande le mot de passe de Splunk. D'accord, bon. Voilà. Pardon. Voilà. Là, à ce stade, ma machine, mon Splunk, il est en train de s'installer. Donc, je fais Y. OK. Donc, OK. Pouf, 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 pouf. Donc, il y a juste à attendre, en fait. Hein. Là, il va me dire, en gros, que Splunk est installé. C'est rapide. Là, c'est vraiment... Alors, franchement,
c'est juste les prérequis ou des petits problèmes que vous ayez en route, sur la route, qui est difficile, mais franchement, Splunk, on peut l'installer en 2 minutes. Voilà, mais vraiment 2 minutes. Moi, le lab, quand je l'ai fait, j'ai galéré genre 3-4 jours, mais le lab, je l'ai fait en une journée, par exemple, tout le lab, avec les DS, etc. Mais j'ai galéré 4 jours à chercher, etc. Mais voilà, voilà. Ok, donc Splunk, il dit qu'il est installé. Maintenant, tout à l'heure, vous vous rappelez, c'est des OPT Splunk. J'avais mis LS, là, si je mets un LS, vous allez voir. Vous voyez, Splunk, il m'a mis tous ces fichiers-là. Alors, tout à l'heure, j'ai que celui-ci, mais maintenant, j'ai tous ces fichiers-là. D'accord? Voilà ce que j'avais tout à l'heure. J'ai fait exprès de laisser. Et maintenant, on a tous ces fichiers-là. Le ETC, ce n'est pas le ETC... Ah, pardon. Ce n'est pas le ETC de Linux. Attention, c'est le ETC de Splunk. Voilà, vous avez ça. Et si je fais CD ETC, vous avez tout ça. D'accord? Ok. Alors, LS. Maintenant, on va lancer à ce stade Splunk, il est installé, mais c'est pas comme Windows. Je vous installe un logiciel, il se lance tout de suite. Il vous demande, là, c'est à vous de l'installer manuellement. Donc, vous faites un CD bin, c'est un dossier bin. À ce moment-là, vous faites un LS, et là, vous avez encore des dossiers. Maintenant, on va, la première fois quand vous installez Splunk, vous faites un sudo Splunk, vous faites un start, d'accord? Un start. Et là, alors, je peux faire ça, ça marche, ou sinon je fais accept license. D'accord? Il va me demander un mot de passe. Please, administrateur. Voilà, il ne m'a pas donné. Donc là, Splunk, il me dit, il faut créer un administrateur. Donc je vais créer un administrateur. Donc je vais l'appeler admin. D'accord? Là, il me dit qu'un note, c'est normal, on peut pas se connaître. Et là, il me dit, donnez-moi un mot de passe. Ben, je donne un mot de passe, lab Splunk, par exemple. Et je le refais, lab Splunk. À ce stade, Splunk, il va se lancer. Et il me dira, en gros, que je dois me connecter sur une interface Allo Access. D'accord? Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait rajouté des ports 8000, 80, 89. Je sais plus si je l'ai... Voilà les ports de recommandation de Splunk. Mais, encore une fois, vous allez sur le site, vous aurez tout. D'accord? Voilà. À ce stade, Splunk est bien installé. Donc, si vous êtes en entreprise normale, ça a marché. Là, il me dit que vous pouvez vous connecter sur cette interface-là. Donc, je vais ouvrir le Chrome. Voilà. Normalement, ça va marcher. Alors, je sais que j'avais mis une mise à jour. Voilà. Des fois, le Fortinet, je l'installe bien en interface. Alors, est-ce qu'on a ajouté le port 8000? Ok. C'est bien ça. Ah, je me suis pas trompé, hein. Ouais. .168.44. 100, c'est quoi? Alors 162. Voilà, 8000. Je vais me connecter par l'AVM, non, ça devrait marcher. 192, 44, ouf, voilà. Bon, voilà mon Splunk, il est bel et bien installé. D'accord? Bon, normalement, je devais mettre, je suis à low access, ça marche, mais bon, ça marche aussi comme ça, c'est pas grave. Là,
il faut surtout pas l'arrêter. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait créé un utilisateur. Où c'est que j'avais créé un utilisateur admin? Oh là 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 là. CD, pouf, pouf. Euh... Ah, bah désolé. Juste pour vous dire. Donc tout à l'heure, on avait créé un utilisateur qui s'appelle admin, mais j'arrive pas à le retrouver. Il y a beaucoup de. En plus, j'ai pas mes lunettes. Voilà. Bref, c'est pas grave, mais je m'en souviens. Donc admin. Donc on avait dit que c'était lob Splunk. Pouf. Là, on va se connecter. Voilà à quoi ressemble l'interface de Splunk que vous allez installer. Donc, franchement, c'est pas pour, voilà, mais mettez-le en anglais parce que vous avez des tutoriels en anglais, vaut mieux le faire en anglais. Donc voilà, anglais US. Vous allez rafraîchir, tac. Ok, alors maintenant le search head c'est celui-ci. Alors il faut savoir que maintenant on a juste installé le search head. C'est là où en gros vous avez créé vos dashboards. Vous voyez, métriques. Là, vous allez voir, il y a un menu qui s'appelle dashboard, database. Alors à ce stade je n'ai pas rien logué du tout. C'est une interface graphique vide, d'accord? Voilà les alertes, etc. Vous pouvez programmer des alertes et dashboard. Maintenant, alors soit ça va pas couvrir cette formation, mais j'aurais pu le faire. Vous avez setting, hein, c'est là où en gros vous allez ajouter vos forwarders, c'est là où vous venez par exemple activer de l'HTTPS, etc. General setting, là vous allez mettre, voilà, si vous voulez changer le port du serveur, vous mettez en HTTPS, voilà, via le protocole SSL, voilà, etc., etc. Voilà, vous pouvez venir ici pour vos DS, voilà, learn more, là c'est normal, vous l'ajouterez en CLI celui-ci, hein. C'est normal qu'il n'y a rien. Depuis la version 6, il n'y avait rien. Avant, il y avait, mais là, vous l'ajoutez en CLI. C'est le DS, en fait. Les indexeurs, là, vous pouvez vraiment les ajouter. Là, alors, je ne peux rien faire parce qu'en fait, si je reviens à mon lab de la certification, encore une fois, voilà, vous voyez tout ça pour chaque composant, pour utiliser le terme technique, j'ai mis une VM Linux, d'accord? Donc je vous raconte pas la mémoire, ok? Donc pour chaque VM, indexeur, je mets juste adresse IP pour représenter un Splunk comme ça, d'accord? Ensuite, j'aurais pu, j'ai pas indexé mes données, vous inquiétez pas. Juste voilà, vous avez ce menu-là, en gros, voilà. Pouf. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? User interface, advanced search. Data model. Alors, par défaut, quand vous êtes vous pouvez loguer 500 mégas, hein, quand vous êtes en licence normale. D'accord? Voilà, en gros, vous pouvez ajouter vos données sources, hein. Add data, route. J'ai pas envie de vous montrer mes data. Le salaud que je suis. Bon, vous avez les data input aussi, voilà, etc. Bah, écoutez, là, je vous invite à vraiment regarder. J'ai pas envie d'indexer mes données, mais en gros, si vous indexez vos données, voilà, c'est ce qu'on appelle le search head. C'est celui-ci. Il y a la commande index. Oh, index. Vous faites mais là j'aurais rien en fait. Non, égal. Non, j'aurais rien. Non, j'aurais rien. Tac, 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 tac. Non, j'aurais rien parce qu'il faut que j'indexe mes données, ça j'ai pas envie de le faire. Ok, bah écoutez, voilà, ça marche. Bah à ce stade, j'ai fini mon lab, j'aurais aimé vous montrer des choses.
Non, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Tac, tac, tac. Ouais, là, il faut que j'ajoute mes données, en fait. Non, je vais pas le faire. Voilà. Bah, écoutez, merci de m'avoir suivi. C'était un peu lent. Je suis vraiment désolé. Il y avait des bugs, il y avait des ceci, cela. Donc, je rappelle pour la petite conclusion ce que j'ai juste installé ici. Alors, si vous installez ici, alors, vous avez tous vos logs qui viennent des indexeurs ou des sources, etc. C'est vachement intéressant et c'est à ce moment-là que vous pouvez créer vos dashboards. Donc, je ne vais pas au-delà de cette partie-là. Donc, pour revenir juste à ce qu'on se disait tout à l'heure, donc Splunk, c'est un écosystème. Et ce que donc voilà les données sources, on les verrait vraiment comme ça, hein. D'accord? Ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, c'est vraiment que Splunk Enterprise Security qu'on avait vu ici. D'accord? C'est juste le SIEM. Et tout à l'heure, j'avais dit que Splunk était un écosystème qui représente beaucoup d'API. Effectivement, donc je n'ai pas installé toutes les API premium. Donc, pour résumer un petit peu par rapport au dashboard, donc je ne vais pas vous faire mes dashboards à moi. Il faut savoir que, par exemple, si vous faites en AUT OPS, vous avez deux serveurs ici. Vous avez les uptime depuis que on a ces chiffres-là. Par exemple, on a un temps de réponse qui est très très lourd et qui est très important. C'est celui-là. Donc tout de suite, les utilisateurs ils disent, oups, là on a une coquille au niveau de notre serveur 2. Vous voyez, en fait, on détecte les intrusions comme ça. Pareil sur l'entreprise security, bah, par exemple, on a 5 serveurs et on a tout de suite une vision. Bah, il vous dit suspicieuse. Il vous dit que oula, il y a un suspect ici. Il faut savoir aussi que sur ce lab-là, si on utilise cette interface SearchHead, on a des logs. Je ne vous ferai pas mes logs à moi. Encore une fois, je suis vraiment désolé, sinon vous allez voir toute ma machine. Donc ça reste en vidéo, donc je n'ai pas envie de montrer mon réseau. Il faut savoir que s'il y a une attaque des DDoS, même si vous aurez ici 12 millions de logs, encore une fois, vous avez juste 500 mégas de logs d'indexation en licence normale, vous pouvez arriver à la personne qui vous a vraiment attaqué. Ou peut-être juste alors, soit une personne malveillante, ou soit une personne voilà, qui s'est trompée au sein de votre entreprise, qui a pu faire une manipulation. Mais franchement, vous allez vraiment arriver à détecter la personne qui a fait ça. Bon, à ce stade, ben, j'ai fini mon lab. Je suis désolé si j'ai trop parlé encore une fois. Je suis désolé si la vidéo est longue, mais ça m'a permis de vous donner beaucoup d'informations et notamment sur Linux et Splunk. À bientôt.